18h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici ses principaux titres. Nous célébrons ce dimanche 16 novembre le 70e anniversaire du retour de l'exil du père de la nation, feu Sa Majesté Mohamed V. Un événement glorieux dans l'histoire de la lutte pour l'indépendance du Maroc, évocation dans ce journal du premier jour des Trois Glorieuses, un pan de l'histoire qui se tourne pour initier un autre tout aussi glorieux. Puis nous irons à Bizmoun, près d'Essaouira, où s'ouvre une nouvelle fenêtre sur la vie humaine préhistorique. À la grotte éponyme, de nouvelles fouilles révèlent des outils et parures vieux de 150 000 ans. Une trouvaille qui éclaire d'un nouveau jour l'évolution culturelle des premiers Homo sapiens au Maroc. De la littérature enfin, pour vous présenter un ouvrage polyphonique qui traite des droits culturels. Une œuvre collective qui a mobilisé 19 auteurs et autrices de 4 continents au cœur de leur plaidoyer, les cultures endogènes et les patrimoines intérieurs. Bonsoir, c'était il y a 70 ans le retour de l'exil du père de la nation, feu Sa Majesté Mohamed V. Le 16 novembre 1955, un moment triomphal dans l'histoire de la lutte pour l'indépendance du Maroc et une incarnation de la parfaite symbiose unissant le peuple au trône pour la liberté et la dignité. Évocation du premier jour des Trois Glorieuses avec Iman Abou. La fête du retour, une des Trois Glorieuses, date épique qui ont marqué les lendemains de l'indépendance du Maroc. Comme ce jour en 1955, feu Sa Majesté Mohamed V refoule le sol du pays. S'ensuit une période de célébration, une journée flamboyante que tous les Marocains gardent en mémoire. Le 16 novembre 1955, le sultan légitime regagne enfin le royaume après plus de 2 ans d'exil. Un retour qui marque un triomphe politique et symbolique. Ce jour-là, une marée humaine inonda les rues de Rabat, Casablanca, Tanger et partout au Maroc, scandant des chants d'allégresse et brandissant des portraits du sultan. L'expression d'un rêve collectif devenu réalité. Cette journée historique marque l'accomplissement d'un long combat et le début d'un nouvel élan pour bâtir une nation sur les fondements de la liberté et de la dignité retrouvée. L'épopée de la libération de la patrie de l'emprise du colonisateur est le fruit de l'engagement en faveur du pacte historique entre le trône alawite, le peuple et le mouvement national. Cette page lumineuse symbolise la victoire des causes de la nation et ses intérêts suprêmes visant à recouvrer les droits légitimes à la liberté et à l'indépendance, incarnée par feu Sa Majesté Mohamed V et menée depuis 1912, date du protectorat. Cette célébration annuelle rappelle l'esprit d'une épopée, un moment de réflexion sur le chemin parcouru et sur la force d'un peuple uni dans la quête de sa souveraineté. Et comme tous les dimanches, décryptage des faits marquants de l'actualité avec notre consultant, le professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. La semaine s'est ouverte sur une réunion de haut rang au cabinet royal, tenue sur ordre de Sa Majesté le Roi. Il a réuni les conseillers de Sa Majesté le Roi avec les chefs des partis politiques nationaux représentés au Parlement. Au cœur des échanges, l'actualisation de l'initiative d'autonomie pour le Sahara marocain, une démarche de concertation collective puisque les instances politiques sont appelées à soumettre des mémorandums détaillant leurs propositions. Oui, il faut rappeler qu'il y a un agenda maintenant, après le vote de la résolution 2797 du 31 octobre dernier par le Conseil de sécurité. Il y a un agenda. C'est quoi cet agenda? C'est la demande qui a été faite au Maroc d'actualiser donc la proposition d'initiative qu'il avait faite le 11 avril 2007. Et donc, c'était un texte intéressant à l'époque, qui fixait un certain nombre de principes. C'est un texte qui fait à peu près plus d'une trentaine d'articles, 35 ou 36, qui définit des principes. Maintenant, il faut aller plus loin. C'est une demande qui a été formulée d'ailleurs par les États-Unis, qui a été également précisée dans la résolution à laquelle je fais référence. Maintenant, c'est la partie maroco-marocaine. Alors, sur décision du souverain, il y a de nouveau une politique de concertation en direction de qui? Avec les partis politiques. C'est comme ça qu'il y a eu cette réunion lundi dernier avec les conseillers du souverain,
plus des ministres intéressés par cette question, en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, et puis donc une bonne vingtaine de partis représentés au Parlement. Donc voilà un agenda qui est fixé à ces partis. Déjà, ils avaient été sollicités, vous le savez, pour faire des propositions relatives à la réforme de la loi électorale. Maintenant, c'est sur la question nationale. J'ajoute que c'est une procédure qui a fonctionné depuis plus d'un demi-siècle. Il faut rappeler que même avant la Marche verte, en 1974, Sa Majesté Hassan II avait mobilisé des chefs de parti, à l'époque, pour certains d'entre eux, dans l'opposition, pour faire des tournées à l'international. Donc il y a là un consensus, évidemment, des acteurs politiques, partisans, et il faut espérer donc que cette mobilisation maintenant se revitalise du fait qu'il y a une phase maintenant, qu'une phase difficile, phase complexe, où il faudra implémenter un certain nombre de principes définis dans le plan marocain de 2007, c'est-à-dire une autonomie renforcée, revitalisée, toujours évidemment dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et alors que les contours du processus d'autonomie se précisent, l'institution législative a acté en fin de semaine un texte majeur, le PLF pour l'année budgétaire 2026, est désormais adopté par la Chambre des représentants. Quelles sont les mesures et les dispositions phares proposées qui feront les priorités économiques et sociales du pays ? C'est une loi de finances, évidemment, qui se tient, qui a été préparée, élaborée et votée maintenant, votée par la Chambre des représentants dans des conditions particulières. Alors, elle définit un certain nombre d'objectifs et elle retient des hypothèses qu'on appelle macroéconomiques, lesquelles une croissance de 4,5% du PIB en 2026, également la réduction du déficit budgétaire à hauteur de 3%. Il faut y ajouter la maîtrise du taux d'endettement par rapport au PIB à hauteur de 66%. Et puis, globalement, c'est une politique de rigueur. À noter que les recettes prévues, c'est 421 milliards de dirhams, avec des dépenses de 391 milliards, soit un solde positif de près de 30 milliards de dirhams. Également à noter l'investissement qui est prévu, 380 milliards de dirhams, donc récemment. Il y a également des axes maintenant dans cette nouvelle loi de finances de 2026. Des axes lesquels la retenue à la source pour les revenus locatifs, la finalisation des convergences pour qu'il y ait de l'impôt sur les sociétés, la digitalisation des procédures qu'il faut accélérer, et également des mécanismes de collecte et de contrôle, donc pour un certain nombre d'activités. Il y a malgré tout des fragilités qui subsistent, par exemple le fait que le gros effort est fait par la dépense publique, l'investissement public, et pas suffisamment par le secteur privé. À noter qu'il y a de grands opérateurs publics qui sont des opérateurs stratégiques qui ont une place prépondérante dans la politique d'investissement. Je pense par exemple au groupe OCP, également à la CDG, le fonds Mohamed VI, le fonds Hassan II, etc. Puis la priorité toujours réaffirmée, c'est la politique sociale, l'État social, avec une mobilisation budgétaire de 140 milliards de dirhams, plus les fortes inflexions, vous le savez, pour la santé et l'agriculture, ça a été dit. Et puis maintenant, on commence à au Parlement, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu 350 amendements lors de la discussion au sein de la Chambre des représentants. Il n'y en a qu'une petite trentaine qui a été adoptée. Maintenant, le vote, cette loi de finances qui a été votée, elle a été votée avec 165 voix pour et 55 contre, c'est-à-dire 220 participants sur un Parlement, une Chambre des représentants qui compte 395, c'est-à-dire qu'il y a quand même un gros problème d'absentéisme pour ce qui est de la loi de finances. Ajoutons que ce texte maintenant a été transmis à la Chambre des conseillers et c'est en fonction des amendements, etc., il reviendra en deuxième lecture au niveau de la Chambre des représentants pour une adoption définitive. Au cours de cette semaine également, professeur, le gouvernement a donné le coup d'envoi du nouveau dispositif de soutien aux TPME, aux très petites et moyennes entreprises. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle charte de l'investissement et répond aux orientations royales appelant à faire de l'investissement productif un levier de croissance et d'équité territoriale. Comment interpréter le choix d'Erachidia pour le lancement de ce nouveau mécanisme de soutien ? Le choix d'Erachidia est simple, c'est montrer la politique territorialisée maintenant en faveur des TPME.
Autre observation, les TPME ont-elles bénéficié d'une priorité depuis des années? La question mérite d'être posée, puisqu'il a fallu attendre pratiquement le début de la 5e année de la législature pour que le gouvernement se mobilise pour définir des politiques. C'est important, le secteur de la TPME. Vous savez que c'est 93% du tissu économique au Maroc. Je dis bien 93%, dont 64% pour les TPE, les très petites entreprises, et à peu près 29% pour les PME. À noter encore qu'il y a une concentration géographique des TPME, notamment pour ce qui est des 2/3 d'entre elles dans l'axe Tanger-Casablanca. Il y a un certain nombre de problèmes qui sont posés aux TPME qu'il faut relever, lesquels les difficultés de l'accès au financement, la place de l'informel évidemment, il faut y ajouter une faible productivité, un faible encadrement, des retards pour ce qui est de la digitalisation, un soutien public qui est forcément insuffisant, et puis la difficulté d'intégrer des chaînes de valeur. Alors, le dispositif qui a été défini par le chef du gouvernement Rachidia est intéressant. Il prévoit 3 types d'aides. Donc, il y a d'abord des aides pour la création d'emplois permanents. Il ne s'agit pas de créer des emplois, pas permanents, etc., mais permanents. Également une aide pour ce qui est des implantations territoriales et une 3e aide pour ce qui est des activités prioritaires, parmi lesquelles l'agriculture, la pêche, l'industrie manufacturière, la dépollution et les transports. Un mot pour finir. Le moteur de la création de l'emploi, c'est essentiellement les TPME, et c'est pour ça qu'il faut se réjouir qu'il y ait enfin cette mobilisation des politiques publiques dans ce secteur qui a été finalement négligé depuis des années. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur qui n'est pas organisé. Il n'est pas organisé comme les grands groupes qui sont à la CGM, qui ont l'occasion donc de faire du lobbying, etc. C'est la difficulté de ce secteur-là. Il faut espérer qu'il y ait une correction pour prendre en charge davantage la place et le rôle des TPME dans le développement, la croissance et l'emploi. Je vous remercie, professeur Moustapha Sahimi, pour ces précisions. Merci à vous. Dans le monde, la COP30 boucle sa première semaine à Belém, ville d'Amazonie brésilienne. Une semaine de consultation sans aucune percée ni rapprochement des positions. À mi-parcours de la conférence de l'ONU sur le climat, les pourparlers sont au point mort au moment où la société civile fait entendre sa voix. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont pris part hier à une marche à Belém pour faire pression sur les négociateurs et réclamer des actions urgentes contre le réchauffement climatique. Le dérèglement climatique se fait sentir aux 4 coins du globe et rappelle l'urgence de l'action. Le Portugal est balayé par une tempête violente. Claudia, c'est son nom, traverse le pays depuis jeudi, provoquant pluies intenses et vents violents. À Albufeira, au sud, une femme britannique de 85 ans est morte et une vingtaine de personnes ont été blessées. Un phénomène venteux extrême qui a dépassé les 100 km/h, provoquant des accidents de la route, des glissements de terrain et des chutes d'arbres. Retour au Maroc et cap sur Essaouira et ses profondeurs archéologiques. La célèbre grotte de Bizmoun n'a pas fini de raconter tous ses secrets. Ce site préhistorique majeur a fait l'objet d'une nouvelle campagne de fouilles. Les archéologues y ont mis au jour des outils et des bijoux vieux de 150 000 ans. Une découverte inédite qui jette la lumière sur la vie des premiers Homo sapiens en Afrique du Nord. Abdelghani Tarabi, Zakaria Moukimbillah. À la grotte de Bizmoun, aux environs d'Essaouira, les fouilles archéologiques se poursuivent à un rythme soutenu. Le site devenu célèbre après la découverte d'outils et de parures vieux de 150 000 ans n'a semble-t-il pas fini de livrer ses secrets archéologiques. Aujourd'hui, les prospections ont permis de mettre à jour de nouveaux coquillages, des fossiles et des outils antiques en pierre. Ces découvertes jettent la lumière sur l'évolution culturelle des premiers Homo sapiens en Afrique du Nord. Ils éclairent aussi le rôle de la cité des Alizés durant la préhistoire.
Nous nous basons sur des méthodes scientifiques rigoureuses ainsi que sur des procédés techniques qui font appel à des outils avancés afin d'étudier les coquillages trouvés. Nous étudions les caractéristiques d'une époque antique qui date de 150 000 ans afin de comprendre le mode de vie de ses habitants, leurs habitudes et leur mobilité dans leur environnement, ainsi que leur façon de se comporter. Les fouilles actuelles ont pour objectif de replonger dans l'époque du Paléolithique moyen. C'est à cette époque qu'ont été découverts les colifichets vieux de 150 000 ans. Une découverte qui a fait de Bizmoun une référence sur les origines symboliques de l'humanité. Ces recherches sont menées par des chercheurs affiliés à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine de Rabat, en partenariat avec des chercheurs d'universités étrangères. Les fouilles qui se déroulent actuellement dans la grotte sont réalisées dans le cadre d'une coopération entre l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine, dépendant du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et de l'Université d'Arizona, de l'Université aussi Aix-Marseille en France. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à ces nouvelles fouilles, on a maintenant pu avoir la preuve formelle comme quoi ces groupes qui ont existé ici et qui ont peuplé la grotte depuis plus de 150 000 ans ont pu diffuser leur savoir-faire et leurs compétences un peu en dehors de ce cadre géographique et actuellement des Essaouira. Longtemps considéré comme périphérique dans les études paléolithiques, Essaouira se révèle être un corridor biogéographique essentiel reliant autrefois la Méditerranée au Sahara. Les recherches et découvertes archéologiques récentes sont ainsi de nature à ouvrir de nouvelles perspectives pour mieux comprendre l'histoire humaine et revoir de nombreuses hypothèses sur le sujet. Un mot de littérature à présent et zoom sur cet ouvrage collectif baptisé « Les droits culturels à l'œuvre, la personne au cœur ». Il rassemble 19 auteurs et autrices de 4 continents autour d'un seul plaidoyer, le dialogue culturel. Paru chez la maison d'édition en toutes lettres, cette œuvre polyphonique engagée interroge les patrimoines intérieurs, ce trésor invisible qui nous invite à faire de la culture un acte de citoyenneté et d'humanité. Abdelrahim Benchikri, Mohamed El-Aroui, le récit de Maria Ouad. Et si la culture n'était pas seulement un héritage ou un divertissement, mais bien une posture collective, une manière d'habiter le monde et d'interroger nos certitudes entre ce que nous croyons savoir et ce que les autres nous révèlent. Et c'est précisément de cette complexité que traite l'ouvrage collectif « Les droits culturels à l'œuvre, la personne au cœur ». Droit culturel à l'œuvre, la personne au cœur, c'est un livre collectif qui a été coordonné par Daniel Payet avec 19 contributeurs et contributrices pour illustrer la thématique des droits culturels, qui est un dispositif justement qui permet d'élargir la notion de droit à la culture. Dès les premières pages, une intuition s'impose. La culture est un moteur intérieur, parfois même un sophisme qui bouscule notre pensée, devenant ainsi un formidable outil de création. Il s'agit d'abord de la culture, c'est-à-dire de s'interroger sur la problématique comment faire culture et de l'associer cette question à une autre question fondamentale qui est celle de comment faire humanité. Et comment faire humanité, comment faire culture au Maroc, en respectant justement toutes les diversités culturelles qui existent au Maroc. Et au travers de cet ouvrage polyphonique, les auteurs, artistes et chercheurs ouvrent la voie d'un mouvement intérieur qui questionne le monde, mais aussi la mémoire. Je crois que c'est une magnifique perspective que de revendiquer le fait d'appliquer ces droits culturels qui datent de l'après-guerre 1945 et qui ont été portés par des grandes institutions internationales. Car au final, la culture est partout, dans nos gestes, nos langues, nos imaginaires et nos silences, tels que le serait presque un trait d'union. Comment vivre avec une conscience de l'importance de la culture. Donc ça veut dire s'émerveiller, découvrir ce à quoi on ne s'attend pas, dialoguer, converser, critiquer. C'est ça la culture.
Bien plus qu'un simple ouvrage, ce voyage intellectuel au cœur de la pensée et de sa dialectique n'impose rien. Bien au contraire, il invite le lecteur à reprendre possession de soi-même. Dernière escale de ce journal, Fès, la capitale spirituelle, a vibré hier soir au rythme de la haute couture. Le Fès The Fashion Show a gratifié le public fasci d'un somptueux défilé de caftans. Un événement aux couleurs du pays, avec comme thème cette édition le Sahara marocain. L'événement met à l'honneur le savoir-faire des stylistes et couturiers marocains. Je vous laisse apprécier ces images capturées par Anouar Roumari. كل ما تلاقى وذوك شفار أنا قلبي صغير والعيلة عينك بالنار يشعلوا النار كل ما تلاقى وذوك شفار هلا وهلا واه أيام حناني. Nous en sommes déjà à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.